Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant l'HIV. Donc la première étape, visite de garde pavillon des urgences CHI. Vous recevez un bus transportant des lycéens de 17 ans et 18 ans de Sétif, 24 garçons, 32 filles, un chauffeur et 4 enseignants, 2 hommes et 2 femmes, qui étaient en excursion à Roufi. Ils ont fait le Kharata, Biska et Roufi le jeudi et vous les recevez le vendredi. 18 personnes présentent une symptomatologie digestive faite de diarrhée fétide, des vomissements, crampes abdominales. La température supérieure à 38 degrés chez 24 malades. 9 malades présentant une hypotension artérielle. Ils ont passé une nuit à Biskra dans une auberge de jeunes où ils ont mangé des sandwichs avec du viande hachée, salade, mayonnaise, des canettes de fruits, des canettes de jus de fruits et ils se sont arrêtés à Mchounich où ils ont pique-niqué devant une source et ils ont mangé de fromage et du cachir. Donc, on a 3 questions pour cette étape. Quel est votre diagnostic? Quelles sont les étiologies que vous évoquez et justifiez? Et quelle est votre conduite à tenir? La première question, le diagnostic. Donc, c'est une toxi-infection alimentaire collective, TIAC. Pourquoi? Parce que la définition, on a plus de 2 cas. Et ils ont partagé le même repas. Donc la définition c'est quoi? C'est l'apparition au moins 2 cas d'une symptomatologie en général digestive. On peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Donc deuxième question pour les étiologies, on évoqué les germes en cause. Donc les germes en cause sont en fonction de la durée d'incubation. Ici, on a 12 heures. En fonction aussi de la symptomatologie, la douleur abdominale, le vomissement, et selon aussi l'aliment, les sandwichs, viande hachée, le mayonnaise, etc. Donc, on doit évoquer les germes en fonction de ces 3 paramètres, la durée d'incubation, la symptomatologie et l'aliment. Donc, ici, on peut évoquer Salmonella enterica, parce que la durée d'incubation est entre 12 et 24 heures. On a aussi la symptomatologie des vomissements, douleurs abdominales. On peut évoquer aussi staphylocoque, on ne peut pas évoquer parce que ici il n'y a pas de fièvre. Et dans notre cas, il y a la fièvre. Donc, en notre cas, on peut évoquer Yersinia, parce que d'origine la viande, Campylobacter aussi, parce que la viande, E. coli, entérotoxinogène, on peut évoquer aussi Shigella. C'est tout pour les germes. Donc, on passe à la troisième question. Quelle est votre conduite à tenir? Donc, ici, on a une conduite à tenir claire. Donc, premièrement, il faut prévenir l'établissement. Deuxièmement, il faut identifier les malades qui ont des signes cliniques. Établir pour chaque malade une liste de symptômes, la date et l'heure de l'apparition, ainsi une autre liste de repas des 3 derniers jours. Puis conserver le reste des matières premières et des denrées servies à la collectivité au cours des 3 derniers jours. Aussi effectuer des prélèvements des selles et éventuels des vomissements pour les malades. Préparer une liste du menu de repas dans les 3 derniers jours. Et n'oubliez pas la déclaration. Normalement, on commence par la déclaration du TIAC. D'autres choses à rajouter, c'est le traitement.
Le traitement est selon le cas. Ici, on a des cas sévères parce qu'il y a des signes de gravité, on a l'hypotension. On donne un antibiotique à base de Cipro, 500 fois 2 par jour pendant 5 jours. Ou bien, on peut donner aussi la cotrimoxazole. N'oubliez pas la réhydratation, surtout pour les sujets qui présentent une hypotension. Et aussi la surveillance proche des malades, surveiller la tension, les constantes, la fièvre, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. On ne sait jamais le malade fait un sepsis. Surveiller aussi l'effet secondaire de traitement de Cipro, l'équinolone. Et c'est tout. On passe aux deuxième étape. Deuxième étape, 15 personnes ont été hospitalisées. Le chauffeur, 4 enseignants et 10 lycéens. La coproculture isolant 7 salmonella enterica chez le chauffeur et 6 lycéens. Et Escherichia coli chez 2 personnes. Une hémoculture positive à salmonella chez le chauffeur. Et c'est pourquoi le chauffeur fait une bactérémie à salmonella. Le reste, ils ont seulement dans la coproculture. Mais le chauffeur, il fait une bactérémie à salmonella. On va comprendre par la suite pourquoi. Cette malade traitée par la ciprofloxacine pendant 5 jours, d'autres par la cotrimoxazole et un traitement adjuvant et symptomatique. La question, le directeur de la santé vous demande après votre déclaration quelles sont les investigations préconisez-vous. Donc pour les investigations, on a la première chose, c'est la déclaration et elle est déjà faite dans la première étape. Donc on doit faire une enquête. Une enquête constituée d'une enquête épidémiologique, enquête bactériologique, microbiologique et une enquête sanitaire. D'accord? Pour l'enquête épidémiologique, on calcule le taux d'attaque, c'est-à-dire le rapport du nombre de malades sur le nombre des invités présentés dans le collectif. Il suffit seulement de citer le taux d'attaque dans l'enquête épidémiologique. Puis, dans l'enquête microbiologique, c'est constitué de faire des prélèvements, surtout des aliments dans les 3 jours précédents. D'accord? Et aussi prélèvements pour les malades, les selles, les vomissements et le sang, si on a eu la fièvre. Pour l'enquête sanitaire, constituée à enquête sur l'ensemble de la chaîne froide, de la production jusqu'à la consommation. La production, le transport, le stock, la préparation, rechercher les porteurs asymptomatiques chez les cuisiniers. C'est ça pour cette étape. On passe à la troisième étape. La troisième étape, à J5, tous les patients sont déclarés sortants, sauf 2, ML et Fouzi, qui ont été gardés 3 jours de plus, parce qu'ils présentent une diarrhée hémorragique avec eau collée dans les selles. 5 jours plus tard, vous apprenez que Fouzi est hospitalisé aux urgences en médecine interne pour une anémie, pâleur importante, une subictaire et une confusion. TDM cérébral est normal. À la FNS, une normoleucocytose, l'hémoglobine 8 g par décilitre, les plaquettes 60 000, la présence de schizocytes, Coombs direct négative, la plasglobine diminuée, la créatine 44, azalte à la 3 fois la normale, convulsion, il a fait une convulsion à 2 reprises. Donc pour les questions, la première question, l'interniste vous demandez votre avis sur le diagnostic et sur le comment du pourquoi. Et puis, quel est le traitement préconisez-vous?
Donc, l'interniste a demandé l'avis sur le diagnostic et la conduite. Bon, pour le diagnostic, on est devant le CHU, le syndrome hémolytique et urémique, parce que le malade présente une souche de E. coli entéro-hémorragique. Cette souche, spécialement le sérotype 0157H7, c'est important de citer le sérotype parce que c'est ça qui est responsable de CHU. Donc, cette sérotype de E. coli entéro-hémorragique, responsable de E. coli hémorragique et de CHU. Donc, la contamination se fait surtout si le malade mange de viande hachée. D'ailleurs, on appelle soit le CHU, soit la maladie d'hamburger. C'est la sérotype 0157H7. Donc, cette sérotype est responsable de sécrétion d'une toxine Shiga-like toxine qui est produit par le E. coli. Donc, cette toxine a un récepteur GP3 sur des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins au niveau intestinal, rénal et cérébral. Et lorsqu'il va se fixer sur ces cellules au niveau intestin rénal et surtout intestinal et rénal et cérébral, il va entraîner des lésions. Donc, au niveau intestinal, il va entraîner des lésions d'effacement des entérocytes. D'accord. Donc, c'est ça le plus important. Donc, le plus important, c'est quoi? On doit citer que E. coli entéro-hémogène avec la souche numéro 157H7, c'est important, et dire qu'elle a produit une toxine Shiga-like et qui a un récepteur spécial, le GP3. Ça, c'est important. On dit aussi que cliniquement va se manifester par une diarrhée hémorragique, anémie hémolytique et insuffisance rénale aiguë, 3 signes. Anémie hémolytique, diarrhée hémorragique, insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est ça. Pour le traitement, il n'y a pas de traitement. On a seulement un traitement symptomatologique qui est constitué sur dialyse pour l'insuffisance rénale et la transfusion pour l'anémie. Et surtout pour cette étape. On passe aux quatrième étape. La quatrième étape, le résultat de l'enquête bactériologique, donc la mayonnaise Salmonella enteritidis, viande hachée E. coli, le jus rien signalé, l'eau de source non potable. Donc, 3 ans après l'événement, lorsque vous préparez votre DMS, la résidente de garde de première année vient vous demander votre avis à propos d'un patient adressé de Marouana, habite dans une ferme qui présente une toux rebelle, plus fièvre non chiffrée évoluée depuis 15 jours. Il a reçu une cure de 5 jours de Soliprate et antitussif et amoxicilline pendant 3 jours, l'augmente à 5 jours, les rétromycines 8 jours, plus paracétamol, sans effet. À la vue du malade, très immigré, fébrile 38, vous dites, mais je vais déjà vu. Il répond, oui docteur, je suis le chauffeur. Donc la radio pulmonaire montre une pneumopathie interstitielle. Pour les questions de cette étape, quel est votre diagnostic syndromique? Quels sont les agents que vous évoquez? Et quels sont les éléments anamnéstiques, cliniques et paracliniques que vous retenez pour confirmer votre diagnostic? Donc, je vais vous répondre rapidement pour cette étape. Pour le diagnostic, donc, qu'est-ce qu'on a? On a une pneumopathie atypique, interstitielle, rebelle aux antibiotiques.
donc communautaire, Sibugui, rebelle au traitement. Ça, c'est le syndrome. Pneumopathie interstitielle commune, Sibugui, rebelle au traitement. Ça pour le diagnostic syndromique. Pour les agents évoqués, on doit évoquer en premier lieu pneumocystose Jurovicii. On peut évoquer aussi le tuberculose, pourquoi pas fièvre Q, mycoplasme, etc. Pour les éléments anamnéstiques, on recherche les notions de rapport sexuel non protégé. Rechercher aussi les signes d'imprégnation pour le tuberculose, les CR nocturnes. On a aussi l'amaigrissement, l'anorexie. C'est ça, beaucoup plus. C'est tout. Donc, pour les éléments pour confirmer le diagnostic, on doit demander LBA, lavage bronchoalvéolaire. Donc, ou bien rechercher des pneumocystose Jurovicii dans le LBA, c'est le meilleure technique. Ou bien sur l'expectoration induite. On fait aussi des hémocultures parce que le malade est fébrile, recherche de barres dans les crachats, dans les urines, IDR à la tuberculine, faire aussi la sérologie de fièvre Q. C'est ça pour cette étape. On passe aux 5e étape, donc et aussi j'ai oublié la gazométrie. Dans le pneumocystose, on trouve une hypoxie, une hypocapnie. Donc la 5e étape, la gazométrie, on trouve une hypoxie, une hypocapnie, dyspnée de repos, la natrémie 132, une légère hyponatrémie. La calémie 4,5, azalte à la 3 fois la normale, recherche de barres négatives, hémoculture négative, recherche la sérologie mycoplasme, chlamydia, fièvre Q négative. Un 3e examen d'expectoration, on a trouvé la présence de pneumocystose. Pneumocyste Jurovicii. Donc, quel est l'examen clinique pour confirmer le diagnostic? Donc, l'examen clé pour la pneumocystose, c'est le LBA. Donc, le LBA, on fait une recherche de trophozoïdes par coloration de Gomery-Gogrot, ou bien on recherche les kystes par coloration de bleu toluïne. Donc, c'est ça, c'est la détection de pneumocystes par un microscope. La prélèvement, c'est le LBA. Donc, on fait un examen direct. On utilise la coloration Gomery-Gogrot pour la recherche de trophozoïdes et la bleue de toluïne pour la recherche des kystes. N'oubliez pas que la pneumocyste Jurovicii, c'est un champignon qui n'est pas cultivable. Donc attention ici, on ne fait pas la culture. Et la sérologie, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça, c'est pour pneumocystose. Dans cette étape, on doit aussi, parce que la pneumocystose Jurovicii survient chez les patients immunodéprimés, on doit demander l'ELISA à la recherche de ELISA HIV par 2 techniques et confirmée par la Western blot. C'est important de demander cette étape. La 6e étape, donc LBA, pneumocystose Jurovicii. On a trouvé un pneumocystose Jurovicii. La sérologie HIV positive par 2 techniques et confirmée par Western blot. Donc les questions, la première question, à quel stade le patient justifié et quels sont les examens nécessaires pour la prise en charge thérapeutique. Puis la résidence de première année, vous demandez votre prescription thérapeutique par la molécule, la voie et la durée, et ainsi les effets secondaires auxquels elle doit faire attention. Donc pour la classification, on a la classification de CDC. C'est une ancienne classification qui est établie pour les catégories de stade de sida. On a A, B, C. Donc ici, on a les signes et on évoque. Donc, dans notre cas, on a le pneumocystose Jurovicii. Voilà, c'est le stade catégorie C.
Donc on dit c'est le stade SIDA ou bien stade C selon la classification de CDC. D'accord. On peut aussi dire que on a ici la classification selon le taux de CD4. Ici, l'autre classification de CDC, c'est en fonction de signes cliniques. Et ça, pour le taux de CD, selon le taux de CD4, si on a une pneumocystose ici, c'est-à-dire que le taux de CD4 est de 100. Et selon la définition, lorsque le taux de CD4 est à 200, donc on est dans le stade SIDA. D'accord. Lorsque le taux de CD4 est inférieur à 200, on est dans le stade de SIDA. Donc c'est... Mais on peut faire les deux classifications pour cette question. Donc pour le bilan pré-thérapeutique, on a dans l'instruction algérienne de HIV bien le guide national HIV 2021. On a un bilan initial pré-thérapeutique comprend les examens suivants. Donc premièrement, le bilan biologique constitué à hémogramme avec équilibre leucocytaire plaquettaire, bilan hépatique azote-alate, la glycémie, l'hémoglobine glyquée, le bilan rénal, urée, créatine, chimie des urines, cléarance de la créatinine, un bilan lipidique, triglycérides, cholestérol et HDL, LDL, les sérologies, l'hépatite B, l'hépatite B, C, syphilis, la toxo. La numération est le pourcentage de lymphocytes de CD4 pour apprécier le retentissement de l'infection HIV sur le système immunitaire. La quantification de la charge virale plasmatique est un élément pronostic essentiel. Radio du thorax systématiquement. La écho-abdominopelvien, la recherche d'une adénomégalie, bilan cardiovasculaire ECG, fondé si le taux de CD4 inférieur à 50, un examen gynécologique avec un frottis cervico-vaginal, ça c'est pour les femmes. Dans notre cas, on ne demande pas cet examen. Donc après les examens nécessaires, la raison de demander la prescription thérapeutique. Donc pour la prescription thérapeutique, donc pour cette question, je vais partager la réponse en deux. On a le traitement pour la pneumocystose Girovichée, on a le traitement pour l'HIV. Pour la pneumocystose Girovichée, donc le traitement de première intention, on a toujours le guide, la cotrémoxazole, 200 mg par kg par jour. C'est 12 ampoules. Si on peut dire que la trimethoprim de 20 mg par kg par jour et la sulfaméthoxazole 100 mg par kg par jour, ou bien on dit entre 10 à 12 ampoules par jour du lait en 250 cc de glycosé et faire passer toutes les 16 heures. Ou bien donner par voie orale 6 à 8 comprimés de cotrémoxazole fort ou bien 12 comprimés pour cotrémoxazole faible. Ça, n'oubliez pas la corticothérapie, c'est le malade est désaturé, c'est la PA2 inférieure à 70 mmHg ou bien polypnique. On donne la prédnisone 40 mg x 2 par jour les premiers 5 jours, puis 40 mg 5 jours, puis 20 mg 5 jours, presque 5 jours. On peut citer aussi les alternatives. Dans l'examen, il faut citer les alternatives, la pentamidine pour les formes sévères, et les formes modérées associées la pentamidine et la clindamycine avec la pyrimakine
Forme modérée, c'est la Clenda avec Premaquine, ou bien l'Atovacon, ou bien le Dapson. Pour la durée de traitement est important, pendant 21 jours. Aussi la surveillance des effets secondaires de la cotrimoxazole. D'accord. Et le traitement antirétroviral commencé après 15 jours de traitement anti-pneumocystose. La prophylaxie aussi en prophylaxie primaire, c'est pas dans notre cas. Ici, dans notre cas, on donne la prophylaxie secondaire, c'est la même, la cotrimoxazole. Un comprimé par jour jusqu'à le taux du CD4 remonte à 200, vérifié à 2 examens à 6 mois d'intervalle. Tout ça, c'est pour la pneumocystose, d'accord? Le traitement antirétroviral, avant de commencer le traitement, on doit dire que il faut déclarer l'infection HIV et on commence le traitement antirétroviral. Dans notre cas, c'est 15 jours après le traitement antipneumocystose. D'accord. On dit, ici on a selon le guide, le traitement de première ligne, de première intention. On a un tableau. C'est une trithérapie à base de 2 ENTE et un anti-intégrase, inhibiteur. On a ici 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inversée et un inhibiteur de l'intégrase. Donc en cité, il suffit de connaître une ou bien deux. Tenofovir avec l'anthracitabine ou bien tenofovir, ça c'est le TAF avec ou bien le TAF avec l'amivudine. Donc soit tenofovir anthracitabine ou bien tenofovir l'amivudine ou bien le TAF avec l'amivudine avec la dolutegravir ou bien la raltegravir. On dit la dolutegravir. Ça c'est le traitement de première intention. D'accord. Puis après de citer le traitement, on peut aussi citer les effets secondaires. Donc pour les effets secondaires de chacune de ces traitements, on trouve ici pour chaque molécule. Je vais les montrer par la suite. Et ici, n'oubliez pas que il faut faire une éducation thérapeutique et la prise en charge psychologique pour le malade avant déjà prise en charge psychologique avant de déclarer l'infection HIV. Puis on demande un bilan préthérapeutique, puis le traitement antirétroviral, puis une éducation thérapeutique. Est-ce que le malade il comprend le traitement ou bien non. Un contrôle après 15 jours, contrôle de tolérance de traitement et de l'observance. Aussi, on doit puis par la suite contrôler chaque 15 jours pendant un mois, puis chaque 3 mois, puis chaque 6 mois. Donc je vais vous montrer comment on va suivre le malade. Aussi, n'oubliez pas la prophylaxie primaire et la prophylaxie secondaire. La prophylaxie primaire, on a un tas d'infections opportunistes. Pour pneumocystose, le malade a déjà fait la pneumocystose, donc on doit faire une prophylaxie secondaire à base de cotrimoxazole comprimé par jour jusqu'à le taux de CD4 remonte à 200. La prophylaxie primaire pour la toxoplasmose. La prophylaxie primaire aussi pour la le mycobactéries atypiques. C'est tout. Le contrôle. Donc le contrôle. On doit contrôler la charge virale chaque 3 mois et le taux de CD4 chaque 6 mois. J'ai dit que on va contrôler
chaque 15 jours, le premier mois, puis chaque 3 mois pendant une année, puis chaque 6 mois. On doit faire la charge virale chaque 3 mois. Dans cette surveillance, on contrôle la tolérance, l'observance et l'efficacité. Pour l'efficacité, on fait une charge virale chaque 3 mois et le taux de CD4 chaque 6 mois. Parce qu'on a un échec virologique. L'échec virologique, on parle de l'échec, c'est par une durée de traitement de 6 mois. Échec virologique, c'est-à-dire la charge virale ne diminue pas malgré un traitement adéquat. Et l'échec immunologique, c'est le taux de CD4 qui ne remonte pas malgré un traitement adéquat. Donc, et n'oubliez pas dans cette étape de dépister les enfants parce qu'il annonce déjà qu'il a 2 enfants. Donc, il faut dépister les enfants. Si les enfants supérieurs à 18 mois ont fait une sérologie, il est anormal. Si les enfants inférieurs à 18 mois ont fait le charge virale. C'est tout pour cette étape. Bon, septième étape, après 21 jours de traitement, le malade se porte beaucoup mieux. Vous envisagez sa sortie. Pour les questions, quelle est votre mesure des précautions que vous les prescrivez? Quelle est votre prescription thérapeutique? Et vous vous retrouvez et sa femme arrivée enceinte au 8e mois. Que faites-vous? Donc pour les mesures, on a des mesures pour le malade, selon le mode de transmission de l'infection HIV, donc transmission sanguine. Donc il faut que le malade faire une brosse à dents seule, viser le dentiste, le coiffeur, donc utiliser des ustensiles à usage unique. Donc c'est ça. Aussi le mode de transmission sexuelle, il faut faire des préservatifs jusqu'à le taux, la charge virale soit indétectable. C'est ça. Seulement ça. Donc, la prescription, on a déjà cité, c'est la même pour l'étape précédente. Donc, la femme est enceinte en 18e mois. Donc, toujours la réponse est dans le guide. La prise en charge de la femme enceinte. Donc, dans le guide, on a 3 situations. La première, c'est la femme est déjà sous traitement, c'est pas dans notre cas. La deuxième situation, c'est la découverte de séropositivité au cours de grossesse. C'est notre cas. Donc pour la mère, il faudra donner un traitement antirétroviral le plus tôt possible. C'est une urgence à traiter la mère. Donc qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner la tenofovir, anthracycline, mais attention, on ne donne pas la dolutegravir, d'accord? On va donner la raltegravir pour l'inhibiteur intégrase. Pourquoi on ne donne pas la dolutegravir? Parce qu'il y a le risque de spina bifida pour le nouveau-né. Donc c'est pour ça qu'on donne la raltegravir pour la femme enceinte, d'accord? C'est ça. Puis ça pour le traitement. Toujours avant le traitement antirétroviral, on demande un bilan préthérapeutique et on commence le traitement. Puis pour l'accouchement, c'est selon la charge virale, si elle est indétectable, 50 copies ont préconisé un accouchement par voie basse, sinon c'est un césarien programmé. Et freiner la montée laiteuse. Comment freiner la montée laiteuse? Par ce médicament, par l'Odel, pour freiner la montée laiteuse. Puis je continue.
Donc, pour le nouveau-né, donc le risque ici est élevé de transmission périnatale. Un traitement antirétroviral débuté dans les 6 à 12 heures qui suivent la naissance. Donc le choix, on a soit l'azidovudine, l'amivudine, l'opinavir, ritonavir pendant 4 à 6 mois, ou bien l'azidovudine, l'amivudine pendant 4 semaines, pardon, et plus la nevirapine pendant 2 semaines. Prophylaxie de pneumocystose recommandée à partir de 4 à 6 semaines. L'allaitement est contre-indiqué. On fait une charge virale à 1,0, 1,1, 1,3 et la sérologie HIV à 18 mois. C'est tout. Ça, c'est notre situation. C'est ça la pour la femme enceinte. Que la dernière étape à sa sortie, donc la formule de numération sanguine montrait une anémie à 8 grammes avec VGM. Que faites-vous? Donc c'est une anémie, cette anémie est l'effet secondaire de la cotrimoxazole Bactrim. Donc ici, le malade n'a pas reçu l'acide folique. Donc c'est pas l'indication de arrêter le traitement, non. On n'arrête pas le traitement, mais on associe l'acide folique. C'est tout. Et merci.